Avec ce vidéo, je débute la partie de mes notes de cours du chapitre 41 qui correspond à la section 4.2 du livre de Séguin, intitulé La trajectoire d'une particule dans un champ magnétique. On va voir plusieurs applications euh, qui sont liées là, au phénomène qu'on vient d'étudier à la section précédente, d'une particule qui dévie lorsqu'elle passe dans un champ magnétique, d'une particule chargée qui dévie lorsqu'elle passe dans un champ magnétique. Avant d'aller voir toutes ces belles situations, on va aller voir ce que contient le résumé. Je suis donc à la deuxième page du résumé du chapitre 41. Je vous invite à ouvrir en même temps le livre de Séguin à la page 297 pour l'aperçu qui correspond à l'aperçu de la section 4.2 dans Séguin. Vous allez voir que j'ai beaucoup plus de formules de fournies dans mon résumé que Séguin. Parce que souvent, Séguin nous demande de repartir du principe de base, de refaire, si on veut, la somme des forces centripètes est égale à la masse fois l'accélération centripète, comme on a vu en mécanique, puis que l'accélération centripète est égale à mv carré sur r. Donc, oui, on peut repartir de ces principes-là, mais quand on a une particule qui tourne en rond sous l'effet d'un champ magnétique, c'est toujours on réapplique toujours la même chose, puis on retombe toujours sur les mêmes formules si on veut. Donc moi, je préfère, on peut les retrouver sur Internet, je préfère fournir immédiatement les manipulations mathématiques, le résultat des manipulations mathématiques des formules de base. J'ai remis ici des formules qu'on a besoin, qui sont tirées du cours de mécanique. Donc quand on a un mouvement circulaire, on peut avoir la fréquence en Hertz du mouvement circulaire, ou la période que ça prend pour faire un tour en secondes. Il y a une relation entre les deux. On peut calculer la période à partir du rayon de notre mouvement circulaire et de la vitesse. Et maintenant, lorsqu'on applique la dynamique, donc quand on combine ces concepts-là, avec le fait qu'on a uniquement une force magnétique, donc les équations, oui, que j'utilise pour simplifier mes calculs, sont basées sur le fait que la somme des forces, il y a une seule force, c'est la force magnétique. Fait que ce côté-là devient la force magnétique. On a déjà vu une formule pour la force magnétique. Puis de l'autre côté, on a MAC, ce qu'on avait déjà vu. Ce qui nous amène à la grande égalité qu'il y a ici. Puis surtout qu'on peut isoler le rayon. Ce qu'on calcule souvent, c'est des rayons de courbure de ces particules-là. Donc je peux isoler. Évidemment, il y a un V qui se simplifie. Donc le R va monter de l'autre côté. Le R monte, fait qu'il de ce côté-ci, il me reste MV. Il y a un V qui est disparu, puis il me reste QB. Fait que cette formule-là, moi, je vais partir directement avec cette formule-là, plutôt que de partir d'en haut, de développer l'équation qui est ici, puis finir par ça, si on veut. Même chose, on peut calculer la période, combiner les équations, puis obtenir la période. Donc, je pars de 2πr divisé par V, je remplace le R par ce que je viens de calculer là, puis ça va me donner la période d'un mouvement circulaire là, pour une particule qui est dans un champ magnétique. Ça, c'est une particule qui tourne toujours dans le même plan. Donc, elle était perpendiculaire au départ au plan, puis elle tourne toujours dans le même plan. Si jamais elle a une composante de la vitesse qui est dans le même sens que B, elle va plutôt avoir un comportement, oui, de tourner en rond, mais d'avancer en même temps. Parce qu'elle a une composante de sa vitesse qui est dans le même sens que B, une composante qui ne sera pas modifiée par le champ magnétique. Donc, la particule va à la fois tourner en rond et avancer, elle va faire un mouvement hélicoïdal. Donc, on va souvent travailler ces problèmes-là en décomposant notre vitesse globale de la particule en deux composantes. Une composante qui est parallèle au champ B, qui va juste faire avancer la particule, puis une composante qui est perpendiculaire au champ B et qui va faire l'équivalent de ce qu'on avait en haut quand on était parfaitement perpendiculaire. Donc, la trigonométrie de cette situation-là nous amènerait rapidement à calculer les deux composantes ici. Ça ressemble donc à la décomposition d'un vecteur, c'est légèrement différent. Et je peux réutiliser ce qu'on avait en haut, mais là, dans le fond, le V, c'est le V perpendiculaire qui est maintenant rendu là. Donc, je peux calculer le rayon d'un mouvement hélicoïdal. C'est une formule pratiquement pareille, mais c'est le V devenu un V perpendiculaire. Et même chose, je peux calculer la période. Et en plus, je peux calculer ce qu'on appelle le pas d'un hélice. Donc, à chaque fois que je fais un tour, je vais avoir avancé, donc entre deux points correspondants, de quelle distance que je vais avoir avancé. Évidemment, cette fois-ci, c'est lié à la vitesse parallèle à B, la vitesse qui me fait avancer selon B. On va voir d'autres applications, parce qu'on va parler d'un sélecteur de vitesse. On va réussir à sélectionner une particule avec une vitesse donnée qui va passer à travers quelque chose. Habituellement, on rajoute une fente ici, puis toutes les autres particules vont frapper puis ne passeront pas à travers le trou.
on arrive à sélectionner juste des particules qui possèdent une certaine vitesse. On va le voir plus en détail dans la situation appropriée, là. Mais c'est basé encore une fois sur la dynamique, de dire qu'il y a deux forces impliquées dans le système, force électrique d'un sens, force magnétique dans l'autre. Donc, somme des forces est égale à 0. Ça va nous donner que les deux forces sont égales, puis si on l'a déjà vu, on développe le côté électrique, on développe le côté magnétique. Et si on isole V là-dedans, bien, évidemment, les charges électriques vont se simplifier. Et ça nous donne la relation V est égal à EB, une relation de base là, pour les gens qui font justement des machines qui vont sélectionner des vitesses de particules. Finalement, une dernière application qu'on va voir aussi, c'est le spectre de masse. Donc, pour déterminer quelles particules il y a dans le faisceau original. Les particules, quand ils rentrent d'un champ magnétique, bien, le rayon, on l'a vu en haut, le rayon va dépendre de la masse. Donc, des particules de masse différentes vont avoir un rayon différent. Donc, si on fait rentrer dans un faisceau qui contient plusieurs genres de particules, bien, dépendant de leur masse, ils vont dévier, ils vont tourner en rond à partir du moment où ils sont sous l'influence d'un champ magnétique. Mais le rayon va dépendre de la masse, puis on peut réussir à identifier la masse à partir de l'endroit où ils viennent frapper. Ici, ce qu'on va voir habituellement, c'est un écran là, qui permet de voir à quel endroit les particules ont frappé. Donc, on va revenir sur ces différentes choses-là là, en faisant des situations.